thématique du service, donc nous, ça nous fait plaisir d'en parler. Et puis, c'est une thématique dont on entend parler quand même beaucoup en réanimation en général. Donc, on trouvait que c'était une bonne idée, vous nous direz. Ok, donc c'est parti, ECMO pédiatrique et néonatal. Le plan proposé le voici, le voilà. Et donc c'est parti. Alors juste ça, c'est juste pour celles au cas où qui ne connaissent pas l'ECMO, extracorporelle membrane oxygenation. Donc c'est une oxygénation par une membrane extracorporelle. Donc on va mettre une grosse canule, grosso modo souvent dans l'oreillette droite, on va dire, voilà. Il y a une pompe qui va faire avancer le sang. Ça va avancer jusqu'à un oxygénateur. Cet oxygénateur va ramener de l'oxygène et grâce à un mélange d'air et d'oxygène là, va épurer du CO2. Grosso modo, ça remplace donc le poumon, potentiellement. Voilà. Et puis c'est à réinjecter après, soit dans une artère, soit dans une veine, en fonction de la configuration qu'on veut. Pour gérer l'oxygénation, on le gère surtout sur la FiO2 du débit de sang, et l'épuration du gaz carbonique se fait grâce au débit de gaz sur la membrane. Voilà. Donc au départ, ça fait très simple. Grosso modo, pour aller simple, les deux techniques d'ECMO, vous avez le véno-veineux, grosso modo, c'est respiratoire. C'est ça qu'il faut retenir. Véno-veineux, c'est respiratoire. Voilà. Donc avec, on peut faire une assistance complète avec double canule. Je passe ça qui est quelque chose de spécifique à la pédiatrie tout petit et puis qui est en, voilà, et surtout l'épuration, l'écho de air, voilà, d'une assistance partielle à deux canules. Et puis comment le véno artériel, voilà, c'est quand il y a besoin d'une suppléance circulatoire, hémodynamique et ou cardiaque. Comme vous avez pu le savoir, je suis un peu intéressé par l'histoire. Pierre-Louis et Gwen dirait que c'est à cause de mon grand âge. Voilà, juste un truc quand même pour l'histoire, pour voir. Je vous passe les premières CIA fermées sous CEC. Première ECMO sur une jeune femme de 24 ans, mais ce qui va nous intéresser, 1976, elle portait bien son nom. C'était une nouveau-née, une petite fille nouveau-née, une inhalation méconiale. Voilà, première mise en ECMO par Monsieur Bartlett, pardon. Voilà, et elle s'appelait Esperanza, d'accord, ok, voilà. À l'heure actuelle, Esperanza, elle est mère de deux enfants. Voilà, elle va plus que bien, et voilà, et puis elle voit toujours Robert régulièrement. Deuxième partie voilà, des études, c'est-à-dire vers les années 80, en fin de compte, on s'aperçoit que chez les adultes, dans les réanimations adultes, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'amélioration de la survie liée à l'ECMO. Et de manière concomitante, on commence à avoir les premiers résultats positifs avec les enfants, et il faut attendre 89 pour avoir le premier vrai. Alors ça, c'est un truc un peu à la Raoult, mais ça, c'est un truc un peu mieux, un essai randomisé, voilà, ECMO versus traitement conventionnel. Et on se retrouve quand même avec quelque chose de largement significatif. 97% de survie versus 60% sur vraiment deux groupes comparables en sévérité sur des HTAP. Et puis là après, là c'est ce qui va être expliqué un peu après, c'est là le développement de l'ECMO adulte lié à deux choses. La première c'était cette étude, l'étude César en Angleterre. Voilà, qui a montré, qui est la première à avoir remontré un avantage de la prise en charge du SDRA en ECMO chez l'adulte. Et puis en même temps, il y a eu la fameuse grippette de H1N1 aussi, qui a été très 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 pourvoyeuse d'ECMO et qui ont montré un taux de survie de 65%. Et tout ça concomitant avec, dans les années 2000, des débuts d'amélioration des secondes générations de pompes et d'oxygénateurs qui ont aussi amélioré largement les choses. Et donc, pour étayer un peu tout ça, on voit que ça, c'était en 2008. En 2008, vous voyez, le registre national de l'ELSO, hein, c'est un registre international qui est à Ann Arbor aux États-Unis, et dont, par exemple, le service fait partie, mais il y a beaucoup d'autres services qui en font partie, la Pitié-Salpêtrière en fait partie, etc. Et donc, voilà, où sont notés tous ceux, bien évidemment, qui déclarent leur cas, voilà, tous les cas et tous les... la survie, les causes, etc. Donc c'est un registre avec des données absolument énormes. Voilà. Donc en 2008, vous voyez, là, il y avait 21 000
il y avait 21 000 nouveau-nés qui étaient mis en ECMO, 3 000 et quelques en pédiatrie, puis vous voyez, il y en avait relativement peu en adultes. Ça, c'était en 2008. Et puis, là, sur les dernières données du mois du mois de juillet, vous voyez que là, vous voyez un peu comment l'ECMO adulte a explosé. On se retrouve avec des données de 37 000. Alors, c'est de 2015 à maintenant, parce que bien évidemment, on a arrêté de regarder les données de 1980, parce que bon, ça fausserait aussi un peu énormément de données. Donc maintenant, ils font à peu près tous les 5 ans. Enfin, ils font sur des périodes de 5 ans. Donc vous voyez que là, il y avait 4 000 nouveau-nés, 7 000 pédiatriques, mais 37 000 patients adultes. Alors oui, par contre, oui, ce qui serait intéressant, c'est les survies. Bon, c'est intéressant, c'est que c'est pas marqué. Donc, je voulais dire, on se retrouve aux alentours. Ah oui, si, survie ECMO. Après, pas sorti de. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, que sur le côté néonat, on se retrouve avec, dans certaines indications, des taux de survie vraiment très sympathiques et très confortables, autour de 80%, par exemple, pour les inhalations méconiales. Et, voilà. Et tout en sachant que c'est en fonction d'indications bien précises. Hein. C'est pas un truc pour se faire plaisir qu'on va mettre des canules. C'est vraiment où on sait que si on a mis les canules, si on les avait pas mises, on passait de 80% de survie à 80% de décès. Quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment des choses maintenant extrêmement codifiées. Mais vous voyez que plus on est petit et plus meilleur en survie. Vous voyez, en pédiatrie, les chiffres sont déjà un tout petit peu moins bons. Puis en adulte, on est un tout petit peu moins encore. Alors, les indications. Alors, il est divisé en deux sur le nouveau-né et la pédiatrie. Sur le nouveau-né, vous voyez, on retrouve là ce qu'on avait comme indication dans le PALIC. Eh bien, c'est l'index d'oxygénation. C'est un des critères principaux pour les indications de mise en ECMO. C'est un index d'oxygénation supérieur à 40 pendant 3 à 8 heures. Voilà, bien évidemment, quand on a fait tous les traitements maximaux qu'on pouvait faire, le surfactant, la haute fréquence, le monoxyde d'azote, s'il y a une HTAP, etc. Voilà. Alors bien évidemment, on peut avoir aussi des PaCO2, enfin des hypercapnies, des hypoxies qui restent présentes pendant un certain temps, etc. Et avec une connotation de pathologie réversible, mais ça reste encore à prouver. En pédiatrie, on se retrouve avec les mêmes choses que les adultes. Voilà. Vous avez le PCRF inférieur à 80 pendant 6 heures ou à 50 pendant 3 heures, ou une hémodynamique incontrôlée, ou une hypercapnie qu'on n'arrive pas à compenser et qui devient acide. Alors les causes, les modes de survie. Alors les causes qu'on rencontre le plus souvent en néonat, donc ça c'est le côté néonat. Donc CDH et les hernies diaphragmatiques, vous voyez, très pourvoyeurs d'ECMO. Les inhalations méconiales aussi. Et puis, ça représente l'HTAP. Donc vous voyez, ils utilisent encore, ou il y en a certains qui utilisent encore la terminologie de persistance de circulation fétale. Alors bien évidemment, je retiens Pierre-Louis tout de suite parce qu'il convulse en tant qu'universitaire, parce que c'est pas un nom qu'on doit donner comme ça, mais moi des fois avec les infirmières, pour qu'elles comprennent bien, une fois que j'ai expliqué pendant 10 minutes le schéma de la circulation fétale, pour bien comprendre toutes les conséquences que ça peut avoir, je dis que voilà, fut un temps, on appelait ça persistance de la circulation fétale. Voilà, donc très pourvoyeur d'HTAP, et donc quand l'HTAP n'est pas contrôlable, et bien voilà. Donc vous voyez, il y a aussi bien évidemment les sepsis, voilà, comme grand pourvoyeur d'ECMO. Et voilà, et on voit les résultats. Alors les résultats de la hernie diaphragmatique, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais voilà. Mais parce qu'il y a souvent d'autres pathologies à côté. Voilà. Par contre, les inhalations méconiales, voilà, c'est un très 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 bon pronostic quand on les met en ECMO. Autre chose intéressante aussi et spécifique, c'est que même si c'est respiratoire, vous voyez, sur la première diapo, je vous disais que si c'est respiratoire, c'est du véno-veineux, et si c'est hémodynamique, c'est du véno-artériel, et bien en néonatologie, il y a une petite spécificité, c'est que simplement à cause de la taille des tuyaux, de la taille des vaisseaux, eh bien on peut se retrouver à avoir de grandes difficultés à faire du véno-veineux sur la néonate. C'est-à-dire que la fémorale est extrêmement petite, donc mettre une canule en fémorale, c'est quelque chose qu'on fait que depuis 2-3 ans. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'équipes qui mettent systématiquement en véno-artériel les nouveau-nés,
parce que c'est simplement le côté technique qui est très compliqué. Après, dans ceux qui utilisent du véno-veineux, il y en a beaucoup aussi qui utilisent des monocanules, des canules avec deux lumières, hein. C'est une grosse canule qui a deux lumières, donc un site de drainage, un site de réinjection, et c'est ce qu'on appelle les canules à vallon, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, qui peuvent permettre ce genre de choses. Mais sinon, voilà, ça c'est une des grandes spécificités de la néonatologie, et avec comme problématique, c'est que le véno artériel, bien évidemment, a plus de complications, notamment neurologiques, que le véno-veineux. Pour ce qui est de la pédiatrie, pédiatrie, les plus grands pourvoyeurs, c'est les infections pulmonaires, qu'elles soient bactériennes ou virales. Voilà, et puis voilà, et les SDRA en tout genre, plus les sepsis qui ne sont pas notés là, parce qu'ils sont notés avec le véno artériel. Voilà, avec aux alentours dans les 70% de survie. Donc là, bien évidemment, comme c'est respiratoire, on se retrouve quand même avec beaucoup plus de véno-veineux que de véno artériel. Et là encore, le véno artériel a une survie a plus de complications que le véno-veineux. Alors, les indications. Vous avez vu, j'étais dans les indications. Donc, quand on a l'index d'oxygénation supérieur à 40, quand on est un nouveau-né, quand on a un P sur F, etc., tout ce que vous connaissez sur les uns. Et puis là, de quoi on s'aperçoit là? On s'aperçoit qu'il y a un truc qui s'appelle les nouvelles indications. Les adultes en ont aussi, mais nous, en pédiatrie, on en a énormément. C'est-à-dire que comme vous avez pu voir que nous, dans le service, on fait de l'ECMO depuis les années 88. Depuis 1988, on fait de l'ECMO dans le service. Donc, on commence à être un peu connu partout. On fait de l'UMAC, c'est-à-dire qu'on va se déplacer en province pour aller canuler les enfants et les ramener, etc., sur Paris. Et donc, maintenant, à force d'avoir l'habitude et puis d'en renvoyer quand même en bon état un certain nombre, et des fois, on reçoit un coup de fil, c'est « Ouais, non, mais là, il faut venir. » Ouais, non, mais attends, on va d'abord se poser, regarder l'indication. « Non, 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 mais là, vous venez, vous cannulez. Non, mais attends, on va quand même poser un peu l'indication. » Et donc, on se retrouve avec des indications vraiment hors normes. C'est-à-dire que on peut se retrouver avec une pathologie éventuellement difficilement réversible, mais où les pédiatres qui nous appellent, les réanimateurs pédiatres qui nous appellent « Ouais, mais celui-là, on le connaît. Il fait des épisodes comme ça. Celui-là, peut-être, est plus grave que d'habitude, mais... » Et vous allez le mettre, 3-4 jours en ECMO, vous allez mettre son poumon au repos et tout, etc. Et il va repartir après, certes, il a une durée de vie devant lui de peut-être que de 5-6 ans ou 10 ans de plus, et tout, etc. Et on se retrouve comme ça avec, entre guillemets, des nouvelles indications comme ça qui n'étaient pas prévues au départ dans les cases des indications habituelles. Autre exemple, par exemple, fut un temps, tous les immunodéprimés étaient récusés sur la mise en ECMO. D'accord ? Et puis... avec l'amélioration des techniques, l'amélioration de la compatibilité du matériel, des membranes, des circuits, etc., on s'est aperçu que, alors effectivement, on a toujours quand même des résultats qui ne sont pas extraordinaires, qui sont aux alentours de 30% de survie, voilà, mais c'est 30% versus 0. Et donc, on se retrouve avec des indications qui n'en étaient pas avant, et donc on se retrouve avec des demandes qui augmentent. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous montre cette courbe, vraiment qui est très parlante, des nouvelles indications qui regroupent tout un tas de choses nouvelles qu'on ne peut pas classer. On va parler des indications, on va parler un peu des complications. Alors juste pour vous parler en deux fois, là, des complications plus spécifiques sur les enfants. Donc vous voyez, les caillots, donc, voilà, 22% pour la néonate, 17% pour la pédiatrie, 11% pour l'adulte. Les problèmes de canules, 11% pour la néonate, quasiment 11% pour la pédiatrie, mais que 5% pour l'adulte. Et puis les problèmes neurologiques à type de convulsion potentielle, 2,5 pour la néonate, 1 pour la pédiatrie et quasiment pas chez l'adulte. Voilà. Donc voilà les petites spécificités au niveau des complications. Et puis là, on va voir que, voilà, surtout là, on peut voir aussi les autres complications spécifiques, c'est-à-dire qu'on voit bien que chez l'adulte, heureusement, nous, on les voit apparaître, ces complications de saignement, d'hémorragie, que chez nos plus grands enfants. Voilà, à partir de 10 ans, effectivement, à partir de 10 ans, c'est presque comme un adulte, au niveau de la prise en charge et au niveau des complications potentielles. Donc voilà, effectivement, ceux-là font plus d'hémorragie. On est plus obligé de mécher au niveau de la gorge, etc., tout un tas de trucs comme ça. Mais vous voyez que là, bien évidemment, l'hémolyse
Et puis les convulsions restent les complications les plus fréquemment rencontrées. Ça, c'est juste pour vous parler de cette fameuse canule à vallon, d'accord, qui au départ peut paraître extrêmement intéressant, puisque on veut faire du véno-veineux chez nos tout petits, puisqu'ils ont une fémorale qui est tellement petite qu'on a du mal à pouvoir mettre une deuxième veine, puisque la première veine qu'on va utiliser, c'est la veine jugulaire. Mais alors après, pour remettre une autre canule, mettre une canule en fémorale, c'est extrêmement compliqué parce qu'elles sont très petites. Donc est apparu ce concept vraiment assez intéressant, qui est une canule avec de lumière, voilà. Mais sauf que cette canule, pour bien fonctionner, il faut qu'elle soit parfaitement positionnée. C'est-à-dire qu'elle a une voie. La voie de drainage a deux sorties. Une qui est en bas, une qui est en haut. Celle qui est en bas doit être positionnée dans la veine cave inférieure. Ce qui n'est pas tout à fait l'anatomie quand on pousse une canule. Si on la pousse à partir de la jugulaire, etc., on va passer dans le ventricule droit. Et si on va tout droit, ça bute sur le plancher de l'oreillette droite. Pardon. Ça bute sur le plancher de l'oreillette droite avant de passer dans la veine cave. Donc c'est un truc un peu technique, quoi. Ça va nécessiter un guide et puis échographie. Ça se fait très bien, voilà. Mais donc, ce qui peut se passer... Voilà. Ce qui peut se passer, c'est que si la canule remonte un peu, eh ben, elle va automatiquement retaper au niveau du plancher de l'oreillette droite. Et ça, ça nécessite qu'on emmène l'enfant assez rapidement à Necker en chirurgie cardiaque pour régler le problème de la perforation de l'oreillette droite. Voilà, donc c'est potentiellement, c'est une canule qui sur le papier a beaucoup d'intérêt, mais qui en pratique est extrêmement compliquée à gérer. Outre la position, où il ne faut vraiment pas que ça bouge, où c'est compliqué, mais aussi par le fait que, eh bien, on se retrouve, donc cette canule qu'on va mettre dans la jugulaire, eh bien, certes, ça va être une canule de 13 French, donc une canule assez grosse pour nos petits vaisseaux d'enfants, hein, à qui on met de French dans une veine. Là, on va mettre une 13 French quand même, donc c'est quand même déjà bien confortable. Eh bien, la problématique, c'est qu'on se retrouve avec deux voies. Donc, bien évidemment, le débit se retrouve un peu divisé en deux. C'est-à-dire que si on se retrouve avec un patient qui reste très hypoxique en véno-veineux, eh ben, on va avoir du mal à augmenter le débit, voilà, du fait de la taille de chaque canule interne. Donc, il y a pas mal de restrictions et pas mal de complications potentielles. Donc, sur les complications, voilà, c'est quand même fréquent sous ECMO, il ne faut pas l'oublier. La mortalité et complications neurologiques plus fréquentes en VA qu'en VV. Voilà. Et la surveillance du neuromonitoring, vous allez voir, c'est pour expliquer pourquoi j'en ai fait 3-4 diapos après, voilà, est vraiment très importante voilà, pour déceler le plus rapidement possible de toute problématique. Voilà. La surveillance du poids et de la surcharge hydrosodée est absolument essentielle. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on pèse régulièrement nos patients en ECMO. Et puis, voilà, surveillance de la fonction rénale qui est très souvent perturbée et avec le fait de ne pas hésiter à coupler l'épuration extra-rénale avec l'ECMO. Et puis, bien évidemment, surveillance des hémorragies. Surveillance des hémorragies, c'est notamment par le monitorage régulier, si jamais vous en avez, de ce qu'on appelle tous les monitorages qui font la saturation veineuse et qui peuvent faire aussi hémoglobine hématocrite. Alors, grosso modo, voilà, pour une indication d'ECMO, comment on fait? Une des premières choses qu'on fait, on a posé l'indication. On va dire qu'on a posé l'indication. L'enfant rentre dans les indications. Toutes les précautions préliminaires ont été prises. L'enfant a été mis en DV, il a été sédaté profondément, curarisé. On a optimisé la ventilation. On a fait quand même de la ventilation protectrice. On a fait tout ce qui se passe. Tac, on est dans les indications. Les premières choses à faire, ça va être de regarder, en fonction de son poids, de calculer grosso modo son débit cardiaque. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'imaginer le débit et donc de pouvoir choisir les canules dont on va avoir besoin. Après, on va se poser la question, quelle configuration? D'accord? Donc, si on a choisi en véno-veineux, eh ben, on va essayer de faire du jugulo-fémoral jusqu'à 30 kg. Voilà. La jugulaire est toujours la voie la plus grosse chez le patient aux alentours de 30 kg. Voilà. Donc, imaginez notre petit de 3 kg. Eh bien, donc maintenant, on commence à les mettre. On a des chirurgiens voilà, qui sont pas trop morchaux et qui arrivent à nous mettre des canules fémorales chez les 3-4 kg.
Voilà, mais bon, c'est touché. Sur le véno-veineux, bah, plus l'enfant est grand et plus on va pouvoir se retrouver dans les mêmes configurations que vous connaissez en ECMO adulte, en fémoro-jugulaire ou en fémoro-fémoral. Pour ce qui est du véno artériel, jusqu'à 30 kg, alors le range il est entre 30 et 40, hein, on discute régulièrement de ce cas-là, mais j'ai laissé 30 kg pour c'est plus facilement retenu, on retient plus facilement. Jugulo-carotide jusqu'à 30 kg. Voilà, on draine dans la jugulaire, on réinjecte dans la carotide. Et puis ben, après, quand ils sont plus grands, ben, c'est jugulo-fémoral ou fémoro-fémoral. Et bien évidemment, toujours avec un pont de reperfusion si on fait une cannulation artérielle fémorale. Donc les configurations ECMO, voilà, celles-là vous les connaissez, c'est celles d'adultes habituels. Et là, c'est juste pour vous montrer la configuration néonatale, enfin chez les petites 3 kg. Pourquoi? Parce que voilà, pourquoi? Parce que là, vous allez voir un champ chirurgical. Donc, vous voyez la veine là, l'artère là. Et donc, là, pour la canule de néonat, hein, qui va être une canule de 12 French, eh bien, on va l'enfoncer à peu près aux alentours de 7 cm. D'accord? Ok, voilà. Donc, 7 cm enfoncé de canule. Mais par contre, quand on regarde de combien on enfonce la canule artérielle, on l'enfonce de 2,5 à 3 cm. Donc là, on va dire, imaginez les précautions qu'il faut prendre pour éviter une déperfusion, c'est pas trop grave, une décannulation, ça peut être gênant. Alors, vous voyez un peu notre choix. Pourquoi je vous parlais du débit cardiaque tout à l'heure? Parce que le débit cardiaque va dire que j'ai 100-150 ml de débit cardiaque parce que je suis un nouveau-né. Voilà, donc ça va me calculer son débit théorique. Dommage. Ça va nous calculer le débit théorique et donc ça va nous permettre de choisir les canules qu'on connaît et qui sont en fonction du débit qu'elle propose. Donc vous voyez comme on fait du tout petit ou tout grand. Vous voyez là en haut c'est le panel des canules veineuses dont on dispose et puis en bas le panel des canules artérielles. Voilà. Les consoles et divers consoles, alors il en existe d'autres, hein. On a 3 types, enfin en vérité 4 types de consoles différentes. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous avez la Fresenius qui est là, la CardioHelp qui est là, et puis la Rotaflow qui est là. Voilà, et à chaque fois, pour ça, vous voyez, il y a des circuits adultes et pédiatriques pour chaque, sauf pour la CardioHelp. Pourquoi je vous ai mis ça, c'est pas pour que vous reteniez et tout, etc. C'est juste pour vous dire que voilà, sur les configurations néonatales et pédiatriques, on se retrouve avec du tubing 1/4, donc c'est un tubing qui est moins gros que le tubing que vous utilisez vous en ECMO adulte, qui est du tubing 3/8. Et juste un truc comme ça pour la CardioHelp, vous voyez que à partir de 15 kg, voilà, on peut utiliser la CardioHelp. Voilà, le seul truc c'est qu'on utilise la membrane 5.0, mais qu'après on fait un peu de bidouillage et qu'on sort non pas avec des gros tuyaux en 3/8, mais on y colle des tuyaux en 1/4. Alors, les contraintes techniques, voilà, les percutanés, en théorie, ne pourraient se faire qu'à partir du 15 French, mais voilà, nos chirurgiens commencent à mettre sur du percutané avec du 8 French, du 10 French, 8 French, 10 French en veineux. Il doit y avoir une jugulaire, ça fait partie des choses maintenant dans notre liste du MAC où on s'est fait avoir à se déplacer à Clermont-Ferrand et puis arriver à bah mince, il n'y a pas de jugulaire, bon bah on est parti pour rien. Voilà, il doit y avoir une jugulaire, donc ça fait partie des choses qu'on demande à vérifier aux réanimateurs sur place, de vérifier par écho que la jugulaire automatiquement est perméable, parce qu'on doit absolument avoir une jugulaire, parce que quoi qu'il arrive, si c'est un petit, on va au moins drainer par la jugulaire. Si c'est une voie chirurgicale, jugulaire et carotide, on peut être amené à lier la jugulaire et la carotide, d'accord? Heureusement, on a un truc qui s'appelle le polygone de Willis, qui fait que même si on lit d'un côté, il y a l'autre côté qui fonctionne et donc le cerveau est toujours irrigué. Mais c'est quand même des choses quand même à noter, ça fait quand même des choses quand même très invasives et on peut être amené à faire pareil avec la jugulaire. La taille des vaisseaux, c'est notre plus grande problématique avec des petites fémorales. La décannulation, bien évidemment, elle est délicate, surtout s'il y a une durée d'ECMO supérieure à 10 jours. Et on est en train de refaire une étude un peu sur comment le résultat de nos reconstructions. Parce que maintenant, pour éviter de lier
systématiquement les carotides, les chirurgiens reconstruisent la carotide, c'est-à-dire refont l'abouchement de la carotide pour essayer de... Voilà. Et donc, en fin de compte, on a l'impression qu'on a 50% de réussite ou d'échec, suivant comment on veut parler, sur notre reconstruction de carotide. Voilà. Ou après, bien évidemment, on donne des anticoagulants à type d'aspirine. Voilà. Et puis, bien évidemment, tous les risques liés aux AVC, etc. Donc, pour répondre à ta question de l'autre fois, voilà, c'était, bien évidemment, si on regarde notre patient de 3 kg, son volume sanguin 100 ml kg fait 300 ml, le circuit fait 300 ml, on imagine bien que si on fait ça au sérum Phi, il ne va pas aimer. Donc, on fait le priming au sang, voilà, donc c'est du sang reconstitué avec 2 tiers de PFC, voilà, 2 tiers de sang, pardon, et 1 tiers de PFC. Pour les nourrissons, c'est reconstitué sur albumine. Et à partir de 20 kg, eh bien, on rajoute juste une unité par millilitre d'héparine, mais on fait ça au Phi. Grosso modo, la surveillance, voilà pourquoi je vous parlais les plus grandes problématiques qui étaient les problématiques neurologiques. Donc, on va vraiment essayer de surveiller au mieux la neurologie, donc grâce à la NIRS. La NIRS, c'est un monitorage qui permet de monitorer la perfusion et l'oxygénation tissulaire. Ça permet d'évaluer la qualité de l'autorégulation cérébrale. Et puis, c'est très, très, très prédictif de lésions cérébrales ischémiques et de mortalité au cours de l'ECMO. Le Doppler transcrânien est bien évidemment aussi quelque chose qui est très utilisé en pédiatrie. Voilà. Et donc, ça va nous permettre de voir s'il y a un vasospasme, s'il y a des signes d'anoxie, s'il y a des signes d'hypoperfusion, de bas débit, etc. Ça fait partie d'une surveillance très rapprochée et très régulière, notamment au niveau neurologique. Sans oublier le tout simple électroencéphalogramme. Et puis, bien évidemment aussi, le BIS, avec une petite étude pédiatrique qui a montré la corrélation entre le score de Ramsay et la profondeur de la sédation monitorée par le BIS. Donc en général, on essaye de maintenir un BIS aux alentours de 65-70 grand maximum. C'est un moniteur qui nous permet de monitorer la profondeur de la sédation. Ça n'a rien à voir avec la douleur, mais c'est un profond moniteur de profondeur de sédation. D'endormissement, voilà. Alors la sédation, comme j'imagine sûrement aussi beaucoup d'entre vous en ECMO être très très embêtés avec la sédation, ou en fin de compte, comme c'est une circulation extracorporelle, il y a beaucoup de produits, et notamment tous les dérivés type fentanyl, sulfata, qui sont extrêmement métabolisés avec le circuit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces produits-là qui restent dans le circuit, etc. Donc on se retrouve à augmenter, à mettre des doses absolument incroyables. On se retrouve à utiliser 4, 5, 6, 7 médicaments pour essayer d'endormir le patient, etc. On n'y arrive pas. Et puis, on a fini par découvrir un petit truc qui est quand même pas mal, qui s'appelle l'anaconda. C'est tout simplement, on utilise des gaz halogénés, sous forme liquide. C'est de l'isoflurane qu'on prélève en seringue, qui est injecté là. Donc nous, on ne le met pas du tout comme le mettent les adultes, qui le mettent au niveau du cob du respirateur. Donc nous, on le met juste en sortie de respirateur sur le bloc inspiratoire, sur le bloc inspiratoire, voilà. Et là, on se retrouve avec un monitorage, là on voit sur la partie basse, et d'un pourcentage, et ce qui nous permet très 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 rapidement d'obtenir des sédations de très 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 bonne qualité et de pouvoir baisser l'ensemble des autres drogues, ce qui peut nous permettre de baisser aussi bien les hypnotiques que les morphiniques. Et vraiment là, c'est un confort quand même pas mal. C'est pas le sujet, mais il y a quand même 2-3 petites complications potentielles avec ces produits-là. Donc pour finir, 2-3 petites photos, c'est ça, ouais. 2-3 petites photos là d'un nouveau-né avec une rotaflow, c'est du véno artériel, une jugulaire, une carotide, voilà. Après un plus grand, celui-là je l'ai gardé parce que j'aime bien, puis surtout c'est des histoires qui se terminent bien, donc ça c'est une avalon, ok, donc c'est du véno veineux, c'est un drap sur brûlure.
Donc véno-veineux, voilà, en DV, voilà, et donc avec une 17 French dans la jugulaire. Et puis un plus grand, alors bah, lui il est en jugulo-fémoral, voilà, mais je pense que c'est du véno-veineux, je vois pas trop de reperfusion. Voilà. 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 Donc, vous voyez aussi avec une recherche au cas où, là, c'était avant, c'est pour essayer de limiter la longueur des tuyaux. Donc, on collait la membrane jusque-là pour pouvoir essayer de couper les tuyaux au maximum, voilà, pour limiter l'espace sanguin en dehors du patient. Mais après, Pierre-Louis a fait des études sur le scanner et tout, etc. Donc, après, de trimballer les enfants quand on a raccourci les tuyaux, et ben on regrette. Euh, voilà. Ah ouais, le principal élément qui fait qu'on n'a pas raccourci les tuyaux, c'est les UMAC. Ouais. À partir du moment où on a commencé à ouvrir un programme d'UMAC, on est un peu embêté en UMAC à vouloir couper les tuyaux quand il faut mobiliser l'enfant. Donc effectivement, mais l'intérêt d'avoir un circuit raccourci, c'est effectivement un volume extracorporel qu'on peut réduire. Voilà. Et puis, alors je finis parce que je l'aime bien celle-là. Bah, c'est quelque part, c'est notre rêve. Ouais. Pourquoi c'est notre rêve? Parce que on fait à peu près aux alentours de 50 ECMO par an. Enfin, ça, c'était l'année dernière. Et entre-temps, il y a eu la petite grippette qui nous a mis un peu le truc dedans. Mais voilà, on faisait à peu près 50 ECMO par an. Donc 50 ECMO par an plus une activité du MAC. Il y avait un besoin de formation absolument exceptionnel. Donc, on avait créé 3 niveaux de formation, N1, N2, N3. N1, c'était les premières qui n'avaient quasiment jamais vu voilà. Donc, N2, celles qu'on avait vu un peu où on commençait les gags, etc. Et c'était sur 2 jours. Et toujours la même chose, une demi-journée de cours théorique et toujours une après-midi de pratique et de manipulation. Et donc, donc on a une salle de simulation à trousseau, mais pas aussi bien que celle-là. Et on ne pouvait pas toujours tout emmener notre appareil. Et donc voilà, ça vient de New York, voilà. Et donc je me souviens sur un congrès, moi j'avais fini avec ma diapo comme ça, voilà, je finissais Our Dream comme ça, elle arrive derrière, sa première diapo c'est celle-là, c'est son quotidien. Donc voilà, donc ça et enfin c'est pour vous dire que la formation, c'est le nerf de la guerre, voilà, pour former et rendre les infirmières le plus indépendantes possible et surtout en toute sécurité. Leur donner confiance et puis faire avancer le service dans la prise en charge. Voilà pour l'ECMO. Si vous avez des questions. Oui. Alors, le baby est toujours fait en fonction de son âge. Je ne sais pas si tu as vu le débit cardiaque, par exemple, voilà, le nouveau-né, ça va être 150-200, puis ça va baisser petit à petit. Voilà, le nourrisson, ça va être aux alentours de 100 millilitres. Donc, on connaît son niveau théorique de base, son niveau, on va dire, son débit cardiaque de base. Après, on va voir et on va tourner en fonction de ses besoins. Voilà, notre objectif principal et notre mesure principale, souvent, ça va être la saturation veineuse. On va essayer d'avoir et de maintenir une saturation veineuse aux alentours de 70%. D'accord ? La saturation veineuse, en fin de compte, c'est le produit fini. D'accord ? C'est, voilà, si tu arrives encore à avoir de l'oxygène extrait qui circule en veineuse, c'est que, en amont, le corps s'est servi, qu'il arrive à en rejeter suffisamment. Voilà. Donc, c'est un bon moyen. C'est pas le seul, mais voilà. Donc, on fonctionne en fonction de ça. C'est-à-dire que s'il a besoin de plus, sur les grands chocs, par exemple sur les grands chocs hémodynamiques, sur les grands chocs septiques, on peut se retrouver être obligé d'augmenter énormément les tours de pompe et de se retrouver avec un débit, entre guillemets, supra-théorique que ce qu'avait le patient. Mais voilà, en général, c'est momentanément. C'est le temps que toutes les choses rentrent dans l'ordre et qu'on puisse après rebaisser les choses. On a, on va dire, un débit théorique de base. Si c'est du respiratoire, on va commencer éventuellement un petit peu bas, mais on va voir. Et s'il reste oxygénodépendant, on va augmenter en fonction des besoins du patient. D'autres questions ?
âge. Bon, on va continuer sur un petit peu de ventilation. Et je laisse la parole à Monsieur Duvet. Pour le passer, tu passes là. Parce que, Non, ça, c'est pas envie. Voilà. Bonjour Damien Duvet, je suis cadre de santé donc dans le service de réanimation pédiatrique et néonatale de l'hôpital Trousseau. Alors j'ai absolument pas complété, mais je vais prendre la suite du programme avec un versant moins invasif puisque on va parler de ventilation non invasive chez l'enfant et le nouveau-né. Non pas que les prises en charge soient extraordinairement différentes, mais vous allez voir il y a quelques indications qui peuvent un peu varier. Et surtout ce qui est intéressant c'est voir le delta entre les possibilités qu'on a sur les interfaces notamment, sur les équipements, et puis surtout pour des gens qui ont un peu d'ancienneté dans l'activité, c'est intéressant de voir les progrès qu'on a fait en une quinzaine d'années. Alors, donc on parle de quoi quand on parle de VNI? On parle, vous savez très bien, d'un ensemble de techniques d'assistance ventilatoire en l'absence de dispositifs invasifs endotrachéal. J'ai précisé que ça ne concernait pas les trachéotomies, puisqu'on a quand même souvent cette intention-là. En tout cas, on a souvent tendance à entrer dans la confusion avec la trachéotomie, qui est un dispositif invasif, comme chacun le sait. Et encore une fois, pour avoir connu les début des années 2000, on n'avait pas toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui en termes de prise en charge de patients avec VNI. Et on a la conférence de consensus de 2006 qui a un premier virage dans la prise en charge des patients, avec toute une liste de recommandations sur lesquelles on s'appuie encore aujourd'hui. Et donc c'est vrai que l'évolution dans les possibilités a été initialement lente, pour plusieurs raisons, parce qu'on a une variabilité de morphologie sur les patients, une variabilité dans les poids, dans la correspondance poids-âge, et en regard, on avait une gamme assez réduite d'interfaces disponibles sur le marché et de possibilités techniques. Alors, un point sur lequel tous s'accordent, c'est que la prise en charge d'un patient sous VNI nécessite une expertise de l'équipe médicale et paramédicale, tout ça pour conduire de manière optimale le traitement et de manière sécuritaire, c'est-à-dire qu'on envisage la VNI dans un centre qui a la possibilité de prendre secondairement une aggravation respiratoire par une intubation, aussi bien en termes de prise en charge que de surveillance sur un terme un peu plus long. Et encore une fois, la VNI en phase initiale ou en phase aiguë se fait dans un secteur de réanimation, c'est un acte de réanimation. Alors ça sous-entend la prise en charge d'un patient sous VNI, en tout cas pédiatrique, c'est valable aussi chez l'adulte, mais en tout cas sur la pédiatrie, vous allez voir qu'on est très centré sur le discours pédiatrique, puisqu'on ne fait que ça de nos journées. Donc sur la compétence du carrefour oropharyngé, et ça génère des fuites importantes qui initialement, ou qui quelquefois sont difficiles à tolérer, mais en tout cas ces fuites sont induites et font partie de la prise en charge de la VNI. Donc pour avoir connu des situations un peu compliquées, donc notamment avec la pénurie, enfin, en tout cas la faible disponibilité d'interface, à une époque on s'accordait à vouloir absolument des fuites qui approchaient le 0%, et ça finissait avec à minima des marques sur le visage, sinon des escarres sur le nez, sur les joues, c'était voilà, c'était ce que c'était. Donc ça nécessite forcément une autonomie respiratoire et des ventilateurs qui acceptent un mode VNI et donc qui compensent les fuites que la technique génère. Alors l'objectif de la VNI, je pense que vous le savez, c'est de diminuer le travail respiratoire, d'améliorer la ventilation alvéolaire et l'oxygénation, d'augmenter le volume courant pour la décarboxylation et bien évidemment prévenir les atelectasies. Donc je vous parlais tout à l'heure de la conférence de consensus 2006 pour la pédiatrie.
Donc là, je vous ai mis un tableau qui reprend les indications et puis les conduites à tenir. Alors pour la néonate, puisqu'on a un versant néonate pour la VNI, dans les indications, on aura donc l'immaturité pulmonaire avec les pathologies du surfactant. On a bien évidemment la prévention des apnées et bradycardies. Enfin, je dis bien évidemment, c'est avec nous, c'est du quotidien, mais c'est pas. Il faut juste intégrer cette composante, notamment chez le prématuré de moins de 28 semaines. Le but également est d'éviter les intubations. Et puis on utilise aussi la VNI, je pense, comme chez l'adulte. Je dis je pense parce que c'est très très loin pour moi, en post-ventilation invasive. Et dans tout ce contexte, on a quand même des contre-indications qui concernent principalement les pathologies digestives, puisque ça peut générer une augmentation des pressions intra-abdominales. Alors les contre-indications sont idem de la même manière listées par les sociétés savantes que sont la SFAR et la SRLF. Je vous l'ai mis, voilà, encore une fois, il n'y a pas de choses révolutionnaires, mais il y a des éléments importants dans ces contre-indications. Pareil sur le principe de ventilation à fluide consenti, donc c'est la ventilation qu'on utilise, le type de ventilation qu'on utilise quasiment au quotidien en réanimation. Et puis vous avez la ventilation de la même manière à valve expiratoire déportée. Vous connaissez les codes couleurs, mais il faut juste les avoir en tête pour éviter les gags. La mise en œuvre, c'est la même que chez l'adulte, à la différence près que vous voyez, on a déjà un ensemble d'interfaces, donc je vous l'ai mis à disposition, qui globalement va du masque nasobuccal au canule chez le plus petit. Donc le respirateur, le choix du respirateur, en tout cas, dépendra du patient. Idem pour le mode ventilateur, puisqu'il y a des respirateurs qui notamment je pense au Babylog 8000, qui ne permettent pas tous les modes ventilatoires désirés. Alors parmi ces modes ventilatoires, on a donc BSPEP, globalement le principe de pression positive continue, donc sans spirométrie, et la VSPEP AI, pour laquelle on peut avoir un monitorage des débits. Et donc le principe, c'est une PEP plus un trigger. Alors, la question du réchauffeur, c'est des questions qui reviennent de manière un peu cyclique. Les recommandations, elles concernent principalement le confort du patient et lutter contre la survenue des complications que sont épistaxis, bouchons. Mais clairement, pour se reporter sur des études adultes, ce qui revient souvent, c'est la tolérance et le confort pour l'indication du réchauffeur. Alors, en ce qui concerne les interfaces, on a une gamme qui est, donc, je vous disais, qui est assez étendue, puisqu'on doit prendre en charge des patients de 500 grammes jusqu'aux jeunes adultes, voire aux bons jeunes adultes de 100 kg, avec des types différents, avec des morphologies différentes. Et pour ce faire, on a quand même une gamme qui nous permet de pouvoir s'adapter aux morphologies, au poids et aux intentions de ventilation. Alors si vous voulez m'arrêter, vous pouvez, hein, sinon je peux partir jusqu'à la fin comme ça, mais si vous avez des questions au fur et à mesure, vous m'arrêtez. On est un certain groupe du service à pouvoir répondre à vos questions. Alors, donc ça rejoint ce que je vous disais en termes de morphologie. On a un certain nombre de gabarits qui nous aident à choisir justement les éléments du dispositif pour la ventilation, ce qui évite d'une part le gaspillage et la commande des infirmiers référents. Et puis ça permet d'adapter au mieux ce qu'on a à disposition aux besoins de l'enfant. Donc le principe c'est celui-ci. Pourquoi j'ai mis cette diapo juste parce qu'elle reprend un principe de base chez le nouveau-né, c'est-à-dire que pour éviter tous les risques de complications en termes d'escar voilà, on est censé avoir un aspect parallèle entre le front et les tuyaux du respirateur. Ça c'est un élément important, en tout cas, enfin, nous c'est ce qu'on véhicule. Merci monsieur. C'est l'information qu'on véhicule en termes de formation auprès des infirmières. En pratique, ça donne ça. Donc là, j'ai mis un respirateur que j'imagine que certains ne connaissent pas vraiment, qui s'appelle l'Infant Flow de chez Monsieur et Madame Sebach. Et voilà, et donc je vous ai mis un patient installé, cocooné,
puisque l'installation est aussi un principe important dans la réussite de la thérapeutique. Pour le plus grand, on dispose pareil d'une gamme assez vaste, mais parfois les utilisations peuvent être détournées. Je pense aux masques nasobuccaux qui peuvent finir en aux masques nasales qui peuvent finir en masques nasobuccaux. Et je ne sais pas si c'est après, mais voilà. Donc au bout de la chaîne, on a la possibilité de mettre des casques. Donc ce qu'on fait, alors je l'ai mis ici, mais ne croyez pas qu'on fait ça tous les jours. Justement, si on prend une photo, c'est parce que ça arrive de manière assez rare quand un des infirmiers référents sort ça de son bureau. Mais ça peut arriver, voilà, on l'a fait quelques années. Alors, là, j'en profite parce qu'il y a la diapo sur laquelle on voit le duodérme qui en plus est sous la jupe. En fait, les fabricants ont pensé à beaucoup de choses, notamment en termes de protection de la peau. Et c'est vrai qu'on a toujours cette tendance, je dis on parce que je m'inclus dedans, mais on a toujours cette tendance à vouloir surprotéger les points d'appui. Et finalement, on ne fait pas toujours mieux en mettant des dispositifs maison comme ça. Alors la surveillance repose d'une part sur la clinique, avec l'attendu qui est l'évaluation précoce de l'efficacité. Donc globalement, c'est, je pense pour les enfants bronchiolitiques notamment, c'est dans l'heure. Cette surveillance et cette évaluation se fait à partir de la conscience, du confort objectivé par une échelle, c'est pas une impression, tout en s'assurant de la liberté des voies aériennes. On attend une normalisation de la fréquence respiratoire de manière assez rapide aussi. Bien évidemment, on surveille l'emplissement thoracique, la coloration, la saturation pulsée en oxygène. Plus ou moins surveillance par dispositif transcutané. Et puis, on surveille aussi la pression artérielle non invasive, la fréquence cardiaque à la recherche de signes d'hypercapnie. En ce qui concerne les équipements, on surveille le VT, l'évolution des besoins en termes de FiO2, la survenue de fuite. Alors, les fuites, on les tolère, mais si on a 100% de fuite, globalement, on va perdre en efficacité. Donc, on ajustera le curseur. Et puis, on surveille bien évidemment le niveau d'humidification. Et en ce qui concerne l'interface, on aura une vigilance particulière sur l'adaptation d'interface, sur le confort de l'enfant. Encore une fois, c'est un élément important à prendre en considération dans la réussite du traitement. Donc quand je dis confort, bien évidemment, ça inclut tolérance de l'interface, mais aussi tolérance de la ventilation, la surveillance des points d'appui, l'absence de fuite autour des masques, donc je pense à ça pour les conjonctives, parce qu'on a des cas de conjonctivite, même si ça se voit un peu moins, mais en tout cas, c'est un risque qui existe. Et puis, comme je n'ai pas assez martelé la question, je remets un coup de marteau sur la tendance à la zéro fuite qui, encore une fois, qui peut être extrêmement délétère pour les points d'appui. Pour la biologie, globalement, on s'attachera à surveiller la gazométrie. Alors, la spécificité en pédiatrie, puisque on vient parler de pédiatrie. Donc ça paraît comme ça assez simple à dérouler, à mettre en œuvre cette thérapeutique, mais il faut savoir que quand on peut, parce qu'on ne peut pas négocier avec tous les patients, mais ça demande de la négociation pour les plus grands. Pour les plus petits, c'est parfois plus compliqué. Ça demande un niveau d'explication au niveau des parents et puis de la réassurance, parce que, encore une fois, on a un certain nombre d'entrées directes de patients qui viennent des urgences pour bronchiolite ou pour d'autres respiratoires. Et les familles retrouvent l'enfant une heure après avec tout le dispositif sur le visage et une ventilation. Ça demande une gestion d'interface, aussi bien pour l'enfant que pour le professionnel de santé, avec des stratégies d'installation, de positionnement, avec une prévention de l'atteinte cutanée, avec la gestion des agitations, avec la gestion des dispositifs tels qu'ils sont, puisque on a déjà vu, en tout cas dans ma courte carrière, j'ai déjà vu des oreilles cardio-respiratoires hypoxiques sur des canules qui juste s'étaient clampées sur le nez de l'enfant. Et puis parfois ça demande d'introduire une anxiolyse, donc à discuter. Donc pour une prise en charge efficace, on a une triade qui tourne autour de nous, des soignants, qui intègre la formation, l'expérience, qui est un élément important,
L'environnement médical. Dans cette triade, vous avez le patient, donc avec l'indication clinique, avec le confort, j'insiste, avec la gestion du stress et la coopération possible, enfin s'il est possible. Et puis les moyens matériels, donc encore une fois sur lesquels des avancées notables ont été faites depuis une dizaine d'années et qui aujourd'hui nous permettent encore une fois d'avoir développé la technique et aujourd'hui de s'appuyer sur cette technique de manière quotidienne. Donc en conclusion, la VNI en pédiatrie, c'est une technique développée, c'est une technique qui est efficace et qui a fait ses preuves. Et puis, c'est un éventail important en termes de prise en charge d'équipements et d'interface. Et c'est aussi une prise en charge qui est chronophage, qui augmente la charge de travail paramédicale de manière assez conséquente en termes de réinstallation, en termes de gestion de l'enfant, en termes de surveillance. Et donc c'est à conduire par une équipe expérimentée et ça demande des coopérations qui sont multiples au sein de l'équipe avec l'enfant et avec sa famille. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, c'est pas grave. Ça va? Bon. C'est le cours de physique ce matin. Le cours de physique? Ouais. Bon, la VNI, c'est peut-être le domaine, on en a parlé, hein, mais c'est vraiment le domaine de la réanimation pédiatrique qui, sur le plan technique, c'est le plus développé sur les 15 dernières années. On va donner un exemple, il y a 15 ans, il y avait les développements de quelques interfaces néonatales. Et pour la pédiatrie, on utilisait l'interface adulte, le masque bucco-nasal, le masque nasal de l'adulte, on faisait du bucco-nasal pour l'enfant, le nourrisson. Vous imaginez bien que le masque n'était pas du tout proportionné, beaucoup trop lourd, etc. Les fixations pareilles. Et on utilisait ceux qui avaient une ventilation long cours, avaient des masques thermoformés qui étaient faits par des moulés, par des spécialistes extrêmement rigides sur lesquels on mettait des mousses, etc. Et on utilisait les mêmes masques pour faire de la ventilation à fuite. Donc on était dans une pénurie d'interface qui était dramatique. Pourquoi? Parce que la pédiatrie, elle est entre deux mondes, un monde de l'adulte et un monde de la néonatologie, où il y a du potentiel de patients. Donc ça intéresse les industriels. Et puis la pédiatrie, la réanimation pédiatrique, c'était un peu une niche. Depuis 10 ans, ça s'est complètement transformé. Vous avez vu qu'on a des interfaces bucco-nasales adaptées à l'âge, avec des mousses siliconées parfaitement adaptées et qui permettent de limiter considérablement les escarres. On a des masques faciaux, les masques de scaphandre qui ont un peu révolutionné les choses parce qu'ils ont permis d'optimiser complètement les choses sur un plan d'efficacité et de fuite, hein, alors qu'on a beaucoup moins de fuite sur ces systèmes-là. Donc ça s'est vraiment beaucoup développé. On a beaucoup de choix, on a probablement même plus que chez l'adulte désormais. On a parfois des tout petits masques nasaux, ce qu'on appelle des bubble CPAP, c'est-à-dire juste le petit masque, jusqu'au scaphandre. On utilise le helmet casque et qu'on utilise un peu moins souvent. Donc ça a vraiment permis de démocratiser les choses. Et aujourd'hui, largement plus de 50% des patients qui ont des détresse respiratoire en ventilation vont avoir une ventilation non invasive et pas invasive. Donc ça a complètement changé le paradigme. Et donc les patients qui étaient avant ventilés, intubés, qui avaient toutes les complications, suite à ça maintenant, passer le cap avec des ventilations non invasives. Et ça a des vraies conséquences sur un plan médico-économique, hein, puisque à une époque, devant la pénurie des équipements disponibles, on intubait beaucoup plus souvent les patients pour les bronchiolites. Et on avait la DMS du coup qui tournait aux alentours de 7 jours pour un patient qui rentrait pour une bronchiolite. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut ventiler parfois des patients pour une bronchiolite pendant 2-3 jours maximum, sans passer par l'intubation. Donc ça a vraiment beaucoup évolué. Et la problématique des fuites, elle est importante, hein, parce que s'il y a un message aussi à retenir, c'est que la ventilation non invasive est une ventilation à fuite. De fait, en tout cas sur nos systèmes de... Et donc de vouloir qu'il n'y ait pas de fuite, ça va générer des compressions locales et des effets indésirables. Je ne sais pas si vous avez déjà mis un masque de VNI, mais quand on vous serre le masque, vous n'avez qu'une envie, c'est de mettre une main dans celui qui est en train de vous serrer. Donc c'est pas juste une réaction du patient parce qu'il n'a pas envie, c'est que c'est extrêmement inconfortable. Quand vous mettez des niveaux de PEP qui montent un peu, là ça peut être insupportable.
Et l'enfant tolère des durées de ventilation très au-delà de ce qu'on est capable de tolérer quand on est un adulte. On est capable de faire de la ventilation continue chez un petit plusieurs jours. Ne demandez pas à un adulte d'avoir une VNI 48 heures, c'est presque impossible. Mais à contrario, de vouloir absolument qu'il n'y ait pas de fuite, et j'ai envie de dire, si le patient nécessite une VNI sans fuite pour être stable, c'est qu'il a besoin d'être intubé. Donc, avoir 20-30% de fuite, c'est normal. Il ne faut pas espérer plus. S'il y a besoin de plus, c'est peut-être que la VNI est en échec, et ça ne sert à rien de serrer à fond et de dire on va passer le cap comme ça. En général, on n'y passe pas parce que le patient trouve ça insupportable, et donc de toute façon, vous n'aurez pas sa coopération, ça ne marche pas. Et la coopération du patient est importante. Cette nuit, j'avais accueilli une drépanocytaire de 14 ans, qui avait un syndrome thoracique pas très grave. On a essayé de lui mettre une VNI pour un peu améliorer sa compliance pulmonaire. Il a fallu une demi-heure de négociation doucement pour lui expliquer que le masque, comment ça allait se positionner, parce qu'elle avait extrêmement peur, maman n'était pas là. Et puis après, il faut y aller doucement sur le niveau de pression. Si vous mettez le masque, vous serrez, vous mettez 6 de PEP, c'est foutu. Là, c'est foutu, le masque, elle l'arrache, elle ne voudra plus jamais. Donc, il faut monter progressivement. Donc, effectivement, on est obligé de négocier avec les grands-enfants, leur expliquer, mais c'est normal, on est obligé de leur expliquer les soins. Les plus petits, c'est encore plus compliqué parce qu'eux, ils ne seront pas accessibles à votre discours. Donc, il va falloir les convaincre que la VNI leur fait du bien. Même les tout petits, quand ils ont compris que ça les améliore, ils vont garder le masque. Même un petit qui a quelques mois de vie, il va le garder parce qu'il sent que ça lui fait du bien. Donc il y a besoin de tout cet apprentissage et cette éducation qui fait qu'on ne peut pas le faire en 5 minutes. Et Damien a raison, le temps infirmier, il est considérable par rapport à un patient intubé. Hein. Patient intubé, sédaté, curarisé, on met 2 canules d'ECMO, ça roule, impeccable. Par contre, un patient en VNI, il peut 2 fois par heure, il faut retourner, il faut le mobiliser, il enlève son masque, il désature. Donc en termes de soins, c'est beaucoup plus chronophage et ça nécessite effectivement beaucoup de temps soignant en général. Avant le dernier cas clinique pour vous achever de cette journée, on va vous faire passer les petites feuilles après. Ouais, bon, alors après. Je vais essayer de... Donc, dernier cas pour cette journée, on va essayer de... Alors, on avait parlé du petit Clément. Mais après Clément, il y a Enzo, son frère qui est venu, qui a 7 ans. Donc Enzo, il avait les mêmes antécédents familiaux, il n'y avait pas grand-chose, il avait un asthme maternel. Et puis lui avait déjà fait 2 bronchiolites à 3 mois et 6 mois. Donc maintenant, vous savez, il a fait 2 bronchiolites, donc il y a peut-être quelque chose qui sous-tend ça. Un asthme qui était dit asthme du nourrisson, qui n'était pas suivi, donc pas de choses particulières. Il revient pour tout rhinorrhée depuis 7 jours, il n'a pas de fièvre. Et puis dans la nuit, brutalement, sa détresse le réveille, sa gêne respiratoire s'aggrave, il siffle, il tousse beaucoup, il a des difficultés à parler. Quel diagnostic fait-il ? Bien joué. Crise d'asthme sévère, hein, quand même. Pourquoi sévère ? Parce qu'il y a une détresse qui apparaît la nuit, mais ça c'est assez classique. Ce qui va nous inquiéter là, c'est ça. Difficulté à parler. Ça, retenez, faut pas se dire c'est un enfant, il a 7 ans, il n'a pas envie de me parler. Ça peut arriver qu'il n'ait pas envie de parler aux soignants, mais peut-être qu'il n'arrive pas à parler. Donc asthme qui ne parle pas, on va tout de suite le rentrer dans la case sévère et il va falloir un traitement plus actif. Donc il est amené aux urgences. À l'arrivée, 88 de SAT. Non, vous me dites, 88, il a 7 ans, c'est presque un adulte. Là, on est particulièrement... Enfin, on commence à être inquiet. Hein, il est franchement hypoxique. Là, il va avoir 60 de PaO2, je pense. Il est quand même polypnéique. Hein, 35 par minute, c'est au-delà de la normale pour cet âge-là. La fréquence cardiaque à 7 ans, c'est normale, ça va être 90. Hein, donc, il est franchement tachycarde, il est marbré, il est fatigué, il ne parle toujours pas. Et on n'entend pas le murmure vésiculaire. Le voilà, notre coco. Alors là, on est en version ralentie. Hein. Peut-être que... Bon, on est en version ralentie. Donc ce que vous voyez, c'est qu'il y a une grande distension thoracique de base.
il a les côtes très horizontales, il a un creusement entre les côtes, on voit bien les muscles, et donc il y a un tirage important, mais avec le creusement xiphoïdien, là, il a un ventre quasiment plat, quoi. C'est la distension de l'asthme sévère. Vous voyez qu'en haut, ici, il utilise ses muscles accessoires. Ça, c'est dans les formes particulièrement sévères. Parfois, ils utilisent leurs muscles accessoires là, alors qu'ils n'ont pas forcément d'obstacles en haut. Je vous ai dit qu'il y a plutôt les obstacles hauts qui est très... Mais là, il est tellement distendu qu'il faut bien utiliser tout ce qu'on a pour faire rentrer de l'air. Donc, est-ce que vous faites un nouveau diagnostic après avoir vu cette vidéo et ces critères? Il y a peut-être un piège. C'est toujours un asthme aigu grave. Ah, voilà, c'est un asthme aigu grave. En fait, c'est pas seulement de la rhétorique, encore une fois, c'est la manière dont on qualifie les choses. Elles peuvent nous faire rentrer dans des cases et on n'aura pas la même action. Une crise d'asthme grave, sévère, elle arrive aux urgences, ça va être un code orange, peut-être mettre en code rouge. En tout cas, code orange, il va falloir lui faire des aérosols. Après, si vous classez asthme aigu grave, là on est tout de suite dans une autre dimension. Il va falloir être beaucoup plus proactif encore et plus rapidement. Là, ça va être un code rouge parce que vu la manière dont il respire, on n'entend pas l'auscultation, murmuration, il ne parle pas, il est tachycarde, donc il a des troubles hémodynamiques avec des marbrures et il est hypoxique. Celui-là, on n'est pas loin de pouvoir éventuellement imaginer une aggravation avec un arrêt respiratoire si on ne fait pas quelque chose. Et ceux-là on peut avoir des cas qui donnent le change. Je vous dis, il y a des enfants qui donnent le change. Parfois, on voit des enfants qui arrivent, qui parlent encore, et qui ont une respiration très anormale, et vous le voyez arriver par le SAMU, vous dites, oh, bah, finalement, on me l'a vendu, il n'est pas aussi grave que je pensais. Puis vous vous approchez, vous le regardez respirer, vous le regardez, vous êtes beaucoup plus inquiet. Mais parce qu'il continue, il y en a certains qui arrivent encore à parler, et qui peuvent donner une fausse impression que finalement, ils compensent. Parce qu'en fait, ils essayent de compenser, et puis à un moment, ils arrivent. Alors là aussi, on a un score, qui est le score de Pram, qui est très proche du score qu'on a vu tout à l'heure pour la bronchiolite, avec les mêmes critères, tirage intercostal, muscle accessoire, sibilant, murmure, saturation. Dans le cas présent, vous voyez qu'il y avait un tirage qui était net et qui était présent. Muscle accessoire, ils étaient aussi présents. Il y avait une expiration des sibilants, murmure vésiculaire qui était presque absent, on aurait presque plus le côté 3, et puis la saturation moins de 90. Donc là, on avait 2, 4, 6, 8, 9. Donc on est déjà dans une crise vraiment sévère, vraiment asthme aigu grave. Donc il va falloir une prise en charge immédiate. Et donc qu'est-ce que vous faites dans votre prise en charge immédiate? On va appeler le docteur. C'est un jeune interne, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Je vais réfléchir. Bon, pendant qu'il réfléchit, vous vous préparez des trucs parce que vous savez que de toute façon, il y a des choses que vous allez lui souffler s'il n'a pas d'idée. Regarde dans ton petit protocole de ta poche, à la page 46, tu sauras ce qu'il faut faire. Bon alors, on va le mettre au déchocage. Vous êtes d'accord, asthme aigu grave. Vu la situation de l'enfant, on va falloir le surveiller. On va le cardio-monitorer avec des électrodes. On va lui mettre de l'oxygène, il est hypoxique. Probablement, on va mettre une basse concentration. On ne se pose pas trop de questions. Là, si on lui met ses 100% d'oxygène, il est hypoxique, il va falloir améliorer ça. Et puis après, aérosol. Alors, aérosol, le traitement, c'est les bêta-2 mimétiques. Il y a plusieurs façons d'administrer les bêta-2 mimétiques. Le plus facile et le plus répandu, c'est les aérosols. Et dans les formes graves, on faisait très souvent, dans les asthmes aigus graves, des bêta-2 IVSE. Alors, les bêta-2 IVSE ne se font presque plus. Il y a des études qui ont montré qu'en termes d'efficacité par rapport aux aérosols continus, on était presque pareil, et on a un peu moins d'effets indésirables en termes de tolérance. Donc on va faire des aérosols continus. Déjà, on va faire une dose de charge. Ça veut dire qu'il va falloir faire au moins 3 aérosols, c'est-à-dire en continu sur 1 heure, pour qu'il y ait une bonne imprégnation. Et après, au minimum 1 par heure. Et je dis au minimum parce que si le patient, après ces 3 aérosols, il ne s'est pas franchement amélioré, on va continuer des aérosols continus, c'est-à-dire 3 par heure, ce qui va être l'équivalent de l'IVSE. Et on va seulement attendre de discontinuer quand on va avoir une franche amélioration. Dans le cas présent, qu'est-ce que vous attendez comme franche amélioration? Il respire comme une patate, donc vous allez me dire il respire moins comme une patate. Qu'à l'auscultation, ça s'ouvre.
il y a un murmure qui passe, qu'il arrive à reparler, et par voie de conséquence, que vous allez avoir une amélioration des troubles hémodynamiques qui sont souvent liés à la distension massive. La distension gêne le retour veineux, donc en fait, ils sont eux aussi précharge dépendants. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, même à cette phase-là, à les remplir un peu. Toujours les remplir si on a besoin de les intuber, parce que sinon ils se désamorcent et ils font l'arrêt cardiaque à l'intubation. C'est pour ça qu'on n'aime pas intuber les as. On peut, dès à présent, il avait des troubles hémodynamiques, j'aurais pu mettre remplissage vasculaire. Corticoïdes, important, ça ne marche pas tout de suite, mais si on prend du retard, on ne passera pas la phase aiguë, et on va l'hydrater, évidemment, on ne l'alimente pas. Et voilà. Atrovent, très souvent, on en fait au moins 3 par jour. Il y a des données qui montrent que ça évite le passage en réanimation pour les formes les plus graves. Lui, il est grave. Hein. Donc je pense que là, on ne se pose pas de questions, on fait les deux. Donc il faut être très agressif à la phase initiale, pas hésiter à faire des fortes doses, 5 mg par aérosol pour les grands comme ça, en continu, et on ne lève pas le pied trop vite. Parce que l'effet rebond, quand la crise n'est pas contrôlée, un petit exemple, on a eu un petit asthmatique il y a 3 semaines, qui faisait son 2e asthme aigu grave. Il avait fait son premier asthme aigu grave 1 an avant, révélant l'asthme, passage en réa, VNI, c'est bon. Il sort, traitement de fond, machin, et puis il est revu 6 mois après, ça allait mieux, il n'avait fait aucune crise, ils arrêtent le traitement de fond en avril, ça se passe bien, et 1 an après, quasiment jour pour jour, donc c'était au mois d'août ou septembre, il revient pour crise d'asthme, un peu moins sévère. Et le papa, le soir, avant la première nuit, dit « je suis inquiet », parce que l'année dernière, au même moment, il s'est aggravé la première nuit. On prend ça par-dessus la jambe, parce que bon, ouais, c'est le père, les parents, ils sont toujours inquiets. Bon, je reviens le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? La première nuit, il s'est aggravé. C'est pas pour vous dire qu'ils s'aggravent tous, mais l'asthme, c'est extrêmement instable. Et donc, si j'ai fait un asthme aigu grave, je suis à risque d'en faire un autre. Et que tant que je ne suis pas sorti de la phase aiguë, je peux avoir un rebond. Et le bronchospasme suraigu, c'est ce qu'on craint, et il est toujours envisageable. Donc vraiment, il faut être très très vigilant avec ces patients-là, et les surveiller comme l'huile sur le feu. Alors, oui, alors sulfate, je ne l'ai pas mis là, je crois qu'il doit être après. Sur des formes très graves comme ça se discute. Maintenant, les urgentistes, autant avant, le sulfate, c'était je passe en réanimation, c'est-à-dire je passe en réanimation, j'ai du salbu IV, je fais le sulfate, soit en réanimation. Puis après, on a vu les choses changer, avec les urgentistes faire le sulfate avant de passer en réa. Et maintenant, ils ont tendance à le faire encore plus tôt. Dans tous les cas, ça veut dire passage en réa quand même. Hein. Mais ça veut dire que beaucoup maintenant l'ont avant de passer en réanimation. Donc dans les formes graves comme ça, j'attendrai de voir comment ils répondent aux aérosols. Il y en a certains quand même qui s'améliorent franchement, hein, même quand ils sont très graves. S'ils ne s'améliorent pas bien après 1 heure ou 2, lui, je lui ferai le sulfate. Et de toute façon, il va aller en réa. Donc, évolution H1 peu efficace, persistance de cycle de lutte, oxygénodépendance 4 litres par minute, mais il a une SAT supérieure à 94. L'auscultation ne change pas. Que faites-vous? Il y a un peu de recul. Donc, on l'a passé en réanimation. On a poursuivi les aérosols de bêta-2 en continu. Pour l'instant, on n'a pas levé le pied. Je vous ai dit, les bêta-2 IVSE, on peut encore en faire, mais ça se fait franchement de moins en moins. Ça donne quand même, les bêta-2 aussi, beaucoup de tachycardie, etc. Mais bon, on a l'impression que maintenant, avec une stratégie bêta-2 continue, on a un effet à peu près comparable. Et le sulfate. Donc le sulfate, ça marche très très bien. Malheureusement, ça peut avoir un effet transitoire. Donc c'est 40 mg kg, on ne dépasse jamais 2 grammes. Et on peut refaire des doses successives. Dans mon souvenir, je crois que certains ont réussi à avoir 3 doses. 3 doses de sulfate sur un peu plus de 24 heures, hein, quand même, hein, pas forcément dans... Et à ce moment-là, on va discuter de la VNI. Parce que bon, le niveau de preuve de la VNI dans l'asthme, modeste, mais vous avez un patient qui respire extrêmement mal, vous êtes à fond les ballons sur le bronchospasme, mais comme dans la bronchiolite, la VNI avec un niveau de PEP peut diminuer le travail respiratoire. Il faut voir que quand on a une hyperinflation dynamique aussi importante, le travail pour faire rentrer l'air, il est considérable. Ils doivent faire un effort respiratoire pour lutter contre la PEP intrinsèque qui est considérable. Donc si vous mettez une PEP surajoutée,
et que vous avez un niveau pas trop élevé, ça peut permettre de soulager un peu leur effort. Vous allez le voir cliniquement. De toute façon, si ça les améliore, ils vont vous le dire. Si ça les améliore pas, ils vont vous le dire aussi. Alors, est-ce que c'était mieux? Ben là, ça va toujours être oscillant, donc on verra pas. Bon, ce qu'on voit... Bon, là, on l'avait mis en position un peu assise, hein, c'était pour tromper le nid, mais il est quand même moins distendu. Il tire un petit peu moins. Et en tirage susternal aussi. Mais encore une fois, là, il faut me croire parce que c'est vraiment pas probant. Très bien. Là, vous voyez qu'il avait, le masque de Vény à ce moment-là. Il est passé, à ce moment-là, il avait que la Vény. Ah bon. Il n'a pas aimé ma vidéo. Dommage. Je dois vous montrer les diapos d'après pour les cas. Bon, c'est le moment de poser une question. Hein. Est-ce que là, il tourne en rond? Ouais. Yes. Merci. On en était là. Alors, donc il s'améliore partiellement avec diminution des signes de lutte en VNI. Et puis à H4, vous arrivez dans la chambre, ça y est, une alarme qui sonne, fuite sur le circuit. Vous arrivez. Bon, et là, bon, la SAT, il n'y a plus de SAT là, à ce moment-là. Vous trouvez qu'il est quand même cyanosé. Il a ralenti sa fréquence cardiaque, il est à 40 par minute. Et puis, il est beaucoup moins réactif. Que faites-vous? Quelle proposition validez-vous? Alors, que faites-vous? Alors, les propositions. Je débute un massage cardiaque externe et j'appelle à l'aide. B, je vais chercher de l'aide et je reviens débuter le massage cardiaque. Vous faites une désobstruction des voies aériennes, puis 10 insufflations au bouche à bouche, puis vous débutez le massage cardiaque. Vous faites une désobstruction des voies aériennes, puis vous débutez le massage cardiaque. Tout le monde avait fait le diagnostic qui était en arrêt cardiaque. D'accord? On a vu ce matin. Pas de respiration. On n'a même pas besoin d'avoir une SAT. Hein. Il ne respire pas. Il a un teint cyanosé, donc il ne circule pas. Il est aréactif. Il a 42 cœurs, ce qui est quand même pas beaucoup, même pour un grand. Donc là, voilà. Pas de signe de vie. Arrêt cardiaque jusqu'à preuve du contraire. Je commence l'algorithme. Alors, dans quelle proposition vous... C'est compliqué, là. Bien sûr que c'est compliqué, sinon on est en fin de journée, là, c'est compliqué. Alors, la réponse, aucune. Il n'y en a aucune qui est juste. Pourquoi il n'y en a aucune qui est juste? On va voir l'algorithme. L'algorithme, c'est le suivant. Est-ce que mon patient répond? Est-ce qu'il est conscient? Je vais d'abord, si j'ai pas de signe de vie, que mon patient est inconscient, il est donc en arrêt respiratoire. Chez l'enfant, la première cause d'arrêt cardiaque, c'est la respiration. Et la première chose que je dois faire, c'est je peux appeler à l'aide et je ne vais pas chercher de l'aide. Déjà, il y avait la réponse, je vais chercher de l'aide, non. Parce que tout de suite, il va falloir avoir une stratégie de restauration de la ventilation. Et donc la stratégie initiale, c'est d'ouvrir les voies aériennes. Parfois, ça suffit. Exemple, un corps étranger, vous ouvrez les voies aériennes, vous enlevez le corps étranger, il re-respire. Dans le cadre de l'asthme, là, ça va probablement pas être suffisant, vu la situation. Donc, désobstruction des voies aériennes, soit le patient re-respire très bien, on n'est plus dans la situation d'arrêt cardiaque, sinon c'est 5 insufflations, c'est pas du bouche à bouche, hein, parce que vous êtes en système vous êtes dans un hôpital, donc un embu, mais pas du bouche à bouche, si on n'est pas dans une situation extrême. 5 insufflations, soit je récupère des signes de vie, là je sors de l'algorithme, soit si mes 5 insufflations efficaces n'ont pas été suffisantes pour restaurer
un rythme cardiaque. Dans ces cas-là, je commence les compressions thoraciques 15-2. Donc en fait, je débute le massage cardiaque et j'appelle à l'aide? Non, parce qu'il faut d'abord que je ventile. 2, je vais chercher de l'aide et je reviens, et puis j'ai fait mes courses, et puis j'appelle au téléphone. Non, je ne bouge pas, je dois crier à l'aide. Je dis j'ai besoin d'aide, il faut qu'on vienne m'aider. Dans le service, c'est toujours comme ça que ça marche. Ah, j'ai besoin d'aide, on crie, mais on reste auprès de l'enfant. Je fais une désobstruction des voies aériennes, ça me va. 10 insufflations, non, c'est 5, et c'est pas du bouche à bouche. Et je fais une désobstruction et je débute le massage cardiaque, non, parce qu'il faut que je ventile entre les deux. Donc là, c'est l'algorithme de pédiatrie, celui-là, il est vachement important, il faut le connaître. Cette séquence-là, elle est spécifique. Il ne faut pas se lancer dans le massage cardiaque chez un enfant, sauf exception, c'est-à-dire le cas évident d'arrêt d'origine cardiaque. Par exemple, le cas Ou si tu n'as pas de matériel. Hein? Si tu n'as pas de matériel. Bah, si j'ai pas de matériel, là, je vais faire du bouche à bouche. Ok, j'ai pas de matériel. Mais je vais quand même essayer de le ventiler. Le cas typique de celui qui est en arrêt d'origine cardiaque, c'est l'adolescent qui fait l'infarctus sur le stade de foot, quoi. Paf, il tombe. Alors lui, c'est pas un arrêt respiratoire, a priori. Sauf si. Donc dans ce cas-là, oui, celui-là, on va le prendre en charge comme un adulte et on va débuter une réanimation cardio-pulmonaire d'abord. Tous les autres, et dans ce cas-là, c'est un asthme, donc là, il n'y a pas de doute, c'est évidemment une cause respiratoire au premier rang comme étiologie. Donc il faut restaurer la ventilation. Toc, toc, paf. Et donc, par contre, l'algorithme à la fin, si je suis après dans cette séquence-là, bah, est-ce que j'ai un rythme choquable ou pas choquable? Dans la plupart des cas, quand c'est d'origine hypoxique, je vais avoir un rythme non choquable. C'est-à-dire que je vais être sur une bradycardie terminale, une asystolie, et donc je ne vais pas être dans une situation choquable. Les rythmes choquables, ça va être ceux pour lesquels il y a un trouble du rythme, hyperkaliémie, etc., ou une cardiopathie sous-jacente. Mais d'origine respiratoire, on va être très souvent dans un non choquable. Et je pense au 4H4T. Pourquoi je pense au 4H4T encore plus pour cet asthme? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Là, il s'est arrêté. Pourquoi? Pneumothorax. Il a possiblement fait un pneumothorax parce qu'il est à risque, très distendu, il a une VNI. L'autre étiologie, il s'est déconnecté parce qu'on vous a dit ça sonne fuite, donc peut-être que le masque est tombé et qu'il était très hypoxique, donc il a fait une hypoxie sur une ventilation défectueuse. Mais je ne peux pas exclure qu'il a fait donc l'hypovolémie. L'hypovolémie, pourquoi pas, hein, s'il s'est aggravé sur le plan hémodynamique avec une précharge cardiaque. Je ne peux pas exclure non plus, bon, la thrombose, non, pas trop. Le pneumothorax compressif. Alors ça, il va falloir que j'évoque ça en première intention, sinon je n'arriverai pas à récupérer ce patient. Donc il a fait un arrêt cardiaque de courte durée, il a été repris à l'angle du 30 secondes, il a resaturé, il a récupéré un cœur satisfaisant après 1 minute. Il a été intubé, diprivance et occurine. Bon, et après, la séquence d'une ventilation chez un asthmatique, elle est assez codifiée. On ventile avec des volumes courants pas trop bas, pas de PEP, ils en ont déjà suffisamment de manière physiologique. On va tolérer une hypercapnie, on sédate en QRI, c'est la galère à ventiler. Voilà. Il y a des indications d'ECMO là-dedans, on en a parlé un peu. Il y a des patients qui sont vraiment inventilables parce qu'ils ont un bronchospasme majeur. On n'y arrive pas, on leur met des canules d'ECMO. C'est plutôt un très bon pronostic, puisqu'une fois que le spasme il va se lever, parfois au bout de plusieurs jours, on en a eu un l'année dernière. Voilà. Donc le sulfate, on peut en refaire, le salbu-IV, là on peut se lancer dans cette discussion. Donc ce qui est important, c'est vraiment de penser aux détresses respiratoires et d'anticiper celles qui sont à risque, qui commencent à se décompenser sur un plan hémodynamique et respiratoire. Ceux-là, il faut dire qu'il est à risque. Vraiment, il faut le surveiller. Peut-être que celui-là, on aurait pu l'intuber avant. On aurait pu se dire la VNI ne marche pas, il faut peut-être l'intuber dans de bonnes conditions. Mais c'est toujours difficile. Ceux-là, il nous faut toujours, parce qu'on n'aime pas les intuber, on n'aime pas les ventiler. Et donc, on est toujours dans cette discussion de pousser la VNI loin. Parfois, ça passe, et quand ça ne passe pas, ben voilà, c'est dommage d'en arriver là. En tout cas, savoir reconnaître les signes de détresse respiratoire chez l'enfant, c'est important. Les signes de gravité et les facteurs de risque. Pour les asthmes, s'il y a un asthme sévère déjà ou instable, c'est important. Dyspnée sifflante, on a vu les 2 principales étiologies en fonction de l'âge. Et puis la séquence RCP, alors ça, voilà, retenez juste ça de la journée, et on aura tout gagné. Désobstruction des voies aériennes, 5 insufflations,
Et après, massage cardiaque, ventilation si ça n'a pas récupéré. Bon, on va vous distribuer, avant que vous partiez, les feuilles d'évaluation.